Sors et prends cet enfant avec toi. Mon mari a poussé la portière de la voiture et la pluie glaciale m'a frappé comme une gifle. Je suis sorti avec notre fils de 3 semaines dans les bras, et avant même que je puisse ramener la couverture sur son tout petit visage, les feux arrière de Julien ont disparu dans l'obscurité. Puis une BMW noire s'est arrêtée à côté de moi. Un homme en est descendu, m'a regardé une fois, et tout son visage a changé. Sa voix s'est brisée. Je te cherche depuis 20 ans. La première chose dont je me souviens de cette nuit-là, c'est le bruit. Pas la voix de Julien, pas le claquement de la portière, ni même la pluie. C'était le bruit faible et effrayé que mon fils a fait contre ma poitrine. Ce petit cri haletant que poussent les nouveau-nés lorsque l'air froid touche leur peau trop vite. Pendant une seconde, tout s'est arrêté en moi. Mon corps tremblait si fort que je sentais à peine mes doigts. Mais j'ai serré mes 2 bras plus fort autour de lui et j'ai tourné le dos au vent. La route était presque déserte. Nous vivions en périphérie de Rouen, dans l'une de ces banlieues normandes où les maisons sont en retrait de la route derrière des pelouses humides et des arbres, où chaque allée compte 2 voitures et où chaque famille a l'air respectable. Jusqu'à ce que vous entendiez ce qui se passe une fois la nuit tombée. On était à la fin novembre, presque minuit, et la pluie avait cette morsure glaciale qui donnait l'impression de se rapprocher de la neige. Mes chaussures s'enfonçaient dans le bas-côté boueux. Mon sweat d'hôpital était déjà trempé. Julien avait laissé mon téléphone dans la voiture. Il savait, car il m'avait vu tendre la main pour le prendre juste avant de pousser la portière. Il m'avait regardé droit dans les yeux et avait démarré quand même. Je suis resté là, essayant de réfléchir à travers la panique. Ma mère était morte depuis presque toujours. Je n'avais ni père, ni frère et sœur, ni tante dont je pouvais encore réciter le numéro par cœur. Les foyers de l'aide sociale à l'enfance avaient le don de vous apprendre à quel point chaque adresse était temporaire. Les quelques amis que j'avais étaient à 30 minutes de là, et je n'avais pas de téléphone, pas de portefeuille, pas de sac à langer, rien d'autre que le bébé, la couverture, et le goût du sang là où je m'étais mordu l'intérieur de la joue, essayant de ne pas pleurer devant Julien. Puis des phares ont ralenti derrière moi. D'abord, je me suis éloigné un peu plus de la route. Une femme seule à minuit avec un nouveau-né apprend la peur avant d'apprendre l'espoir. Mais la voiture ne m'a pas dépassé. Elle s'est arrêtée. La portière du conducteur s'est ouverte. Un homme grand en est sorti, la quarantaine environ, portant un pardessus sombre qui prenait déjà la pluie. Il avançait vite, mais sans précipitation. Il a gardé assez de distance pour que je ne panique pas. « Madame » a-t-il appelé pour couvrir le bruit du mauvais temps. « Êtes-vous blessée » Je n'ai pas répondu. Tout mon corps s'était réduit à un seul instinct, protéger le bébé. Il s'est approché, puis s'est arrêté à nouveau. Le faisceau des phares a éclairé mon visage et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. Pas de la pitié, pas de la curiosité. Un choc. Ses yeux se sont baissés vers la chaîne en argent à mon cou. La couverture avait glissé, entraînant avec elle le petit pendentif ovale qui avait appartenu à ma mère. Pendant une seconde, il a eu l'air d'un homme qui venait de voir un fantôme. « Ce collier » a-t-il dit doucement. « Où l'avez-vous eu » Ma gorge était nouée. C'était à ma mère. Il a pris une lente inspiration et quand il m'a regardé à nouveau, il y avait quelque chose de presque vacillant sur son visage. Comment s'appelait-elle ? Je n'aurais pas dû répondre. Tous mes instincts pratiques me le dictaient. Mais il y a des moments où l'épuisement fait tomber tous les murs que l'on a construits pour survivre. Léa Martin. Il a fermé les yeux. La pluie ruisselait sur le côté de son visage. Quand il a repris la parole, sa voix avait changé. Mon Dieu. Il a fait un autre pas, puis s'est arrêté. Je te cherche depuis 20 ans. Pendant une seconde, j'ai cru honnêtement que j'allais m'évanouir. J'ai resserré mon étreinte sur mon fils et j'ai reculé. Je ne vous connais pas. Non, a-t-il dit immédiatement. Non, bien sûr que non. Il a légèrement levé les 2 mains, paumes ouvertes. Je m'appelle Laurent Dubois. J'étais un ami de ta mère. Je ne te demande pas de me faire confiance tout de suite, mais ton bébé est en train de geler et tu dois le mettre au chaud. Mon fils a gémi à nouveau, et ce son a balayé toutes mes autres pensées. Il avait raison. Je détestais qu'il ait raison. Laurent a bougé avec un calme prudent. Il a ouvert la portière arrière de la BMW et s'est éloigné pour que je puisse voir la banquette.
Il n'y avait personne d'autre à l'intérieur. Une couverture en laine propre y était pliée. Il n'a pas essayé de m'approcher. Il n'a pas touché le bébé. Il est simplement resté sous la pluie et a attendu. Je suis monté. La chaleur a frappé mon visage si soudainement que ça m'a presque fait mal. Mes mains tremblaient trop fort pour bien border la couverture autour de mon fils. Laurent s'est installé au volant, a monté le chauffage et s'est éloigné de la route. Les urgences les plus proches sont à 12 minutes, a-t-il dit. J'ai hoché la tête mais je n'ai rien dit. Pendant les premières minutes, seuls les essuie-glaces parlaient. Mon fils a commencé à s'apaiser contre moi, sa respiration devenant moins saccadée. J'observais chaque mouvement de Laurent. La façon dont il regardait dans les rétroviseurs. La façon dont il gardait les deux mains sur le volant. La façon dont il n'essayait pas de combler le silence avec des absurdités réconfortantes. Finalement, j'ai demandé, « Comment connaissiez-vous ma mère ?» Il a regardé droit devant lui pendant une longue seconde. « Je l'ai connue il y a 20 ans, a-t-il dit, et je lui dois bien plus que je ne pourrai jamais lui rendre. » Ce n'était pas une réponse, mais il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui m'a empêché d'insister. L'hôpital était très éclairé et il y faisait une chaleur presque douloureuse. Une infirmière a jeté un coup d'œil à mes vêtements trempés et nous a précipités à l'intérieur. Ils ont d'abord examiné le bébé, température un peu basse, mais stable. Ils m'ont examiné ensuite. Légère hypothermie, tension artérielle élevée, aucune blessure grave. Je me suis assise sur une chaise en plastique avec mon fils endormi contre ma poitrine, pendant que l'adrénaline redescendait et soudain, je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Laurent est resté devant la salle d'examen. Il n'a pas été envahissant. C'était important. 1 heure plus tard, un interne en pédiatrie a fini par sourire et m'a dit que le bébé allait bien. Le soulagement a été si soudain et si profond que les larmes ont coulé avant que je puisse les retenir. J'ai détourné le visage. Quand je suis retourné dans le couloir, Laurent se tenait près des distributeurs automatiques. Il tenait un gobelet de café en carton dans une main et avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans depuis le bord de la route. « Camille » a-t-il dit. Je me suis figé. Je ne lui avais pas dit mon prénom. Il l'a vu sur mon visage. « Ton bracelet » a-t-il dit doucement, d'un signe de tête vers le bracelet d'hôpital à mon poignet. J'ai baissé les yeux et je me suis senti stupide. Il a posé son café. « Il y a quelque chose que tu dois savoir » a-t-il dit. Mon estomac s'est noué. « Il y a 20 ans, ta mère m'a appelé à l'aide. Elle m'a dit qu'elle partait. Elle m'a dit qu'elle t'emmenait avec elle. » Il a dégluti. Je lui ai dit que je viendrais. Le couloir a soudain semblé très silencieux, et j'ai demandé. Sa mâchoire s'est contractée. J'étais en retard. Les mots sont restés suspendus entre nous. Il a regardé par-dessus mon épaule l'enfant endormi dans mes bras. « La nuit où je t'ai trouvé sur cette route, » a-t-il dit d'une voix basse et rauque, j'ai revu la même pluie, la même peur. Et pendant une seconde, c'est comme si Dieu m'avait replongé dans cette nuit-là et m'avait dit que j'avais une chance de ne pas échouer à nouveau. Je n'arrivais plus à parler. Mon fils a bougé dans son sommeil. Puis Laurent m'a regardé à nouveau, et il y avait quelque chose de plus lourd dans ses yeux maintenant, quelque chose qui ressemblait presque à de l'effroi. « Et Camille » a-t-il dit, « ton mari ne s'est pas contenté de t'abandonner ce soir. Il a marqué une pause. Il m'a rappelé l'homme que ta mère fuyait. » Les mots sont restés dans l'air bien après que Laurent les ait prononcés, et pendant quelques secondes, je suis resté là avec mon fils endormi contre moi, écoutant le faible bourdonnement mécanique de l'hôpital à 2 heures du matin. Quelque part au bout du couloir, une infirmière a ri doucement. Un chariot est passé. La lumière fluorescente rendait tout plat et pâle. Des bruits ordinaires. Une lumière ordinaire. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait basculé. Mon premier instinct a été la colère. Non pas parce que je le croyais, mais parce que je ne voulais pas le croire. Toute ma vie, j'avais survécu en apprenant à quoi il ne fallait pas toucher. L'aide sociale à l'enfance vous apprend cela. Il y a des pièces à l'intérieur de vous. Vous avez très tôt barricadé les questions sur vos parents, sur les raisons pour lesquelles personne n'est revenu, sur le fait de savoir si vous aviez été oublié ou si vous n'en valiez tout simplement pas la peine. Vous apprenez à vivre autour de ces pièces. Vous apprenez à avancer. Et voilà qu'un inconnu en avait ouvert une. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» ai-je demandé.
Le visage de Laurent s'est crispé. Pas ici. Cette réponse m'a glacé encore plus que la pluie. Vous n'avez pas le droit de dire des choses pareilles pour ensuite vous en aller. Je ne m'en vais pas. Alors expliquez-moi. Il a jeté un œil au bébé endormi dans mes bras. Tu n'as pas dormi. Ton fil a besoin de chaleur. Tu as besoin de manger. Je te demande juste 1 heure, et après je te dirai tout. Je détestais le fait qu'il ait l'air raisonnable. Je détestais encore plus le fait de n'avoir nulle part où aller. L'assistante sociale de nuit est passée quelques minutes plus tard. Elle était gentille, pragmatique, la cinquantaine bien entamée, le genre de femme qui avait vu toutes les versions du désastre et ne perdait plus de temps à faire semblant que la vie était juste. Elle m'a demandé si j'avais un endroit sur où aller. J'ai répondu non. Elle m'a demandé si je voulais appeler la police. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. J'aurais dû dire oui. Julien avait laissé sa femme et son nouveau-né sur le bord d'une route sous une pluie glaciale. Cela aurait dû être simple. Mais la maltraitance semble rarement simple quand on est en plein dedans. Mon esprit essayait sans cesse de lui trouver des excuses. Il était en colère. Il était stressé. Il ne le pensait pas. Il allait revenir. Même après ce qu'il m'avait fait, une partie de moi protégeait encore la version de lui que j'avais passé 4 ans à aimer. L'assistante sociale m'a jeté un regard que j'ai tout de suite compris. Elle avait déjà vu des femmes garder ce silence auparavant. Puis Laurent a parlé doucement. J'ai une dépendance, avec une entrée et une clé séparées. Camille pourra partir quand elle le voudra. Elle m'a regardé, pas lui. C'est votre choix. J'ai hoché la tête. Au moment où nous avons quitté l'hôpital, il était près de 4 heures du matin. La pluie s'était transformée en une fine brume, et les routes étaient presque désertes. Mon fils Léo dormait dans un siège auto que l'hôpital nous avait prêté. La BMW sentait légèrement le cuir et l'air d'hiver. Je regardais défiler les lampadaires en essayant de ne pas penser. Laurent vivait en dehors de la ville, au-delà d'une route départementale sombre bordée d'arbres nus et de vieux murs en pierre. La maison elle-même m'a surprise. Pas accent Graveleuil, pas une de ces immenses maisons modernes construites pour impressionner les voisins. Elle était ancienne, en vieille brique, avec un grand porche et une lumière chaleureuse à 2 des fenêtres du rez-de-chaussée. Un endroit qui avait l'air habité. Il ne m'a pas conduite dans la maison principale, mais vers une petite dépendance à l'arrière. Une chambre, une salle de bain. Le chauffage est déjà allumé, a-t-il dit. Il y a du lait en poudre, de l'eau en bouteille, des serviettes propres. Ma femme de ménage vient 2 fois par semaine, mais personne n'entrera sans ton accord. Il a posé une petite enveloppe sur le comptoir de la cuisine. Il y a de l'argent liquide, au cas où. Je l'ai fixé. Je ne prendrai pas votre argent. Ce n'est pas de la charité. Alors qu'est-ce que c'est? Son visage était fatigué. C'est un homme qui essaie de s'assurer qu'une femme et son enfant ne se retrouveront plus sous la pluie. Il est parti avant que je ne puisse répondre. J'ai verrouillé la porte derrière lui. Puis je suis resté là pendant près d'1 minute à écouter. Rien. Pas de pas à la fenêtre. Pas d'ombre sous la porte. Aucun bruit, à part la respiration de Léo. Pour la première fois depuis que Julien avait arrêté la voiture, je me suis autorisé à pleurer. Pas bruyamment, juste assez pour que mon corps relâche ce qu'il ne pouvait plus porter. J'ai nourri Léo, je l'ai changé, enveloppé dans une couverture, et je me suis enfin assise dans le fauteuil près de la fenêtre, jusqu'à ce que l'aube rende le ciel gris pâle. À 7h30, mon téléphone a sonné. Pendant une seconde de panique, j'ai cru que c'était Julien. C'était l'hôpital. Ils avaient retrouvé mon téléphone dans le sac des affaires d'urgence. J'avais dû le faire tomber là. Laurent y était retourné à 6 heures pour le récupérer. J'ai fixé l'écran une fois l'appel terminé. Il y avait 14 appels en absence, tous de Julien. Puis un SMS, t'es passé où, bordel? Un autre, ne fais pas de conneries. Puis, 10 minutes plus tard, tu m'as fait perdre mon sang-froid. On parlera quand tu seras calmé. J'ai relu ce dernier message 3 fois. La pièce m'a soudain semblé très calme. Tout était là. Aucune excuse. Aucune inquiétude pour son fils. Pas de « Où es-tu ? Es-tu en sécurité ? Est-ce que Léo va bien ?
Juste le rejet tranquille de la faute sur moi. J'ai senti quelque chose s'aiguiser en moi. À 10 heures, Laurent a frappé une fois et a attendu dehors. Il avait apporté du café, des flocons d'avoine, des couches et un sac de pharmacie en papier. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, ai-je dit. Si, a-t-il répondu. J'y étais obligé. Il est resté près de l'embrasure de la porte. Tu m'as demandé de t'expliquer. J'ai hoché la tête. Il s'est assis en face de moi, les coudes sur les genoux, et a regardé ses mains un long moment avant de parler. Ta mère s'appelait Léa Martin. Je l'ai rencontrée quand nous avions tous les deux 24 ans. Elle travaillait à temps partiel dans un bureau d'aide juridictionnelle à Rouen. J'étais un jeune avocat dans un cabinet, assez naïf pour penser que je pourrais réparer le monde si je travaillais assez dur. Il n'y avait pas d'apitoiement dans sa voix, seulement des souvenirs. Elle était drôle, a-t-il dit doucement, perspicace, plus courageuse qu'elle ne le pensait. Il m'a raconté qu'elle s'était mariée jeune, trop jeune. L'homme était charmant en public et colérique en privé. Le temps que Laurent comprenne à quel point c'était grave, elle essayait déjà de partir. Une nuit, elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle avait assez d'argent pour un billet de bus. Elle a dit qu'elle t'avait avec elle. Elle m'a demandé si je pouvais la rejoindre. Sa gorge s'est nouée. J'ai dit oui. Il s'est arrêté là. Je connaissais déjà la suite. Mais vous étiez en retard. Il a hoché la tête. Quand je suis arrivé, la police était dehors. Léa était morte. J'ai senti tout l'air quitter mes poumons. Comment? Ses yeux ont croisé les miens. Ils ont conclu à un accident. C'en était un. Non. Le mot a atterri lourdement. Alors pourquoi n'a-t-il pas été inculpé? Parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Parce qu'il avait de l'argent. Parce qu'il avait un avocat qui savait comment enterrer les faits. Parce qu'il y a 20 ans, les femmes perdaient ce genre de procès tous les jours. Mes mains se sont resserrées autour de la couverture de Léo. Et moi? Il avait l'air d'un homme hanté par cette question depuis 2 décennies. Tu avais disparu. Il m'a expliqué que les services sociaux m'avaient placé en urgence. Ensuite, il y a eu des erreurs administratives, des transferts de départements, des dossiers scellés, des familles d'accueil. À chaque fois qu'il s'approchait du but, la piste s'évanouissait. J'ai engagé des détectives. J'ai continué à chercher pendant des années. Pourquoi? Il a plongé son regard dans le mien. Parce que je le lui avais promis. Le silence s'est étiré entre nous. Puis j'ai posé la question qui germait en moi depuis l'aube. Qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de Julien? Laurent s'est adossé lentement. J'ai demandé à quelqu'un de se renseigner sur lui ce matin. Je l'ai dévisagé. Vous avez fait quoi? Tu as été jeté d'une voiture avec un nouveau-né par un froid glacial. J'avais besoin de savoir s'il représentait un danger. C'était de bonne guerre. Mais ça me troublait quand même. Qu'avez-vous trouvé? Son visage s'est durci d'une manière que je n'avais encore jamais vue. Il a des dettes. Plus qu'il ne te l'a dit. Des cartes de crédit, des prêts personnels, des pertes de jeu. J'ai senti la chaleur monter à mes joues. Non, Julien ne joue pas. Si. J'ai secoué la tête par réflexe. Puis je me suis arrêté, car je m'en suis soudain souvenu. Les nuits tardives, les écrans cachés, ces accès d'irritation soudains quand j'entrais dans la pièce. Les mots suivants de Laurent sont tombés avec précaution. Et Camille? Il a posé des questions. Quel genre de questions? Sur ta mère. Tout mon corps s'est glacé. Comment pourrait-il même être au courant? Il a demandé l'accès à des archives publiques il y a 6 mois. Ma voix est sortie dans un murmure. Pourquoi? Laurent n'a pas répondu tout de suite. Quand il a fini par parler, c'était d'une voix très basse. Parce qu'il a pu croire qu'il y avait de l'argent lié à ta famille. Je l'ai dévisagé. Léo a bougé dans son sommeil, et pour la première fois depuis cette nuit sur la route, une pensée encore pire m'est venue à l'esprit. Peut-être que Julien n'avait pas juste cessé de m'aimer. Peut-être qu'il attendait quelque chose. Il y a un type particulier de silence qui suit une trahison, et il n'est ni bruyant ni dramatique. Il ne s'écrase pas contre les murs. Il s'installe.
Il s'assoit dans la pièce avec vous pendant que vous faites chauffer un biberon, pendant que vous pliez une couverture. Pendant que vous fixez le dos de votre propre main en essayant de comprendre comment la vie que vous pensiez mener s'est transformée en autre chose sans que vous ne regardiez. Pendant les 2 jours suivants, je suis à peine sorti de la dépendance. Léo dormait par tranches courtes et incertaines, comme le font les nouveau-nés, et j'avais toujours l'impression que mon corps appartenait à quelqu'un d'autre. Je me remettais de l'accouchement, je dormais par bribes, me réveillant toutes les heures pour vérifier s'il respirait. Au milieu de cet épuisement ordinaire, mon mariage s'était brisé si soudainement que même les tâches les plus simples me paraissaient irréelles. Julien n'arrêtait pas d'appeler. Parfois en colère, parfois s'excusant, parfois effrayé. Ces messages suivaient des étapes familières. D'abord les reproches, puis le charme, puis l'indignation de la victime. Tu m'as mis la honte. J'étais sous pression. Je ne voulais pas que ça aille si loin. S'il te plaît, réponds. Ne laisse pas les autres te monter la tête. Ce dernier message m'a marqué. Les autres? Comme si cette nuit-là n'avait jamais existé. Comme si la pluie glaciale, la route, le bébé, l'obscurité vide, rien de tout cela ne comptait à moins que quelqu'un d'autre ne mette des mots dessus. Le 3e matin, Laurent a frappé pour me demander si je me sentais assez forte pour aller en ville. J'ai dit oui avant de trop y réfléchir. Il a conduit. Je me suis assise sur le siège passager, avec Léo endormi à l'arrière. Le cabinet d'avocat se trouvait rue Jeanne d'Arc à Rouen, au-dessus d'un petit cabinet d'expertise comptable. La plaque en laiton sur la porte indiquait « Marguerite Rousseau, droit de la famille ». C'était une femme d'une 60aine d'années, cheveux gris tirés en arrière, blazer bleu marine, regard clair. Elle avait l'attitude posée et peu sentimentale des femmes qui ont passé 30 ans à voir des gens mentir avec courtoisie. Elle a d'abord demandé des faits. Aucune interprétation, aucune émotion, juste des faits. Julien vous a-t-il poussé? Savait-il que le bébé était avec vous? A-t-il laissé votre téléphone dans la voiture? Est-il revenu? J'ai répondu à chaque question. Elle a pris des notes en silence. Puis elle a posé son stylo. Ce qu'il a fait l'expose gravement, a-t-elle dit, surtout en présence d'un nouveau-né. Je veux des preuves, dossiers médicaux, relevés téléphoniques, SMS, relevés bancaires, tous les bouts de papier que vous pourrez trouver. J'ai hoché la tête. Ensuite, elle a posé la question la plus importante. Camille, que voulez-vous? Ça aurait dû être simple. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Qu'est-ce que je voulais? Des excuses, revenir en arrière, comprendre, peut-être. Mais en dessous de tout cela, il y avait quelque chose de plus simple. Je veux qu'il arrête de me faire croire que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal. Marguerite a soutenu mon regard un instant, puis a dit « On peut travailler avec ça ». L'après-midi même, je me suis connecté à nos comptes communs pour la première fois depuis des semaines. Au début, rien ne semblait étrange. Les courses, le prêt immobilier, les factures d'eau et d'électricité, l'essence. Puis j'ai continué à faire défiler. Il y avait des retraits que je ne reconnaissais pas. Des petits pour commencer, 2 cents, 3 cents, 400 €. Puis des virements plus importants, des avances de fonds, des plateformes de paiement en ligne que je n'avais jamais vues. J'ai fixé les chiffres jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Julien s'était toujours occupé de l'argent. Ça avait commencé innocemment. Il aimait les tableaux Excel. Il était meilleur avec les chiffres. Il disait que ça simplifierait les choses pendant ma grossesse. Maintenant, je comprenais ce que « simplifier » voulait dire. Le soir, Marguerite m'a appelé. « Je veux que vous ne paniquiez pas », a-t-elle dit. Ce n'est pas le genre de phrase qu'on a envie d'entendre de la part d'un avocat. Que se passe-t-il? Nous avons procédé à un examen préliminaire. Sa voix est restée calme. Il a une dette non garantie importante. Environ 48 000 €. J'ai eu la bouche sèche. Non. Si. Comment est-ce possible? Carte de crédit, prêt à la consommation, retrait d'espèces, plateforme de paris en ligne. Je me suis assise lourdement. 48 000 €. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais eu de ma vie. Et soudain, la dernière année s'est réorganisée dans mon esprit. Les nuits tardives, la tension à chaque arrivée de facture, les sautes d'humeur bizarres,
la façon dont il avait commencé à traiter la moindre dépense comme une accusation. J'avais cru que c'était du stress. C'était de la peur. Et puis Marguerite a ajouté autre chose. Il y a un autre problème. J'ai fermé les yeux. Dites-moi. Il y a 6 mois, Julien a demandé l'accès à des archives foncières départementales concernant Léa Martin. La pièce a semblé rétrécir. Ma mère. Oui. Pourquoi? Ça, a-t-elle dit doucement, c'est ce qu'il va falloir découvrir. Ce soir-là, j'étais assise en face de Laurent à la table de la cuisine de la dépendance, pendant que Léo dormait dans un couffin à côté de nous. Il avait rapporté à manger d'un petit resto du coin, sandwich à la dinde, soupe, café. Des choses normales, des choses humaines. J'avais à peine touché à mon assiette. Ma mère possédait-elle quelque chose, ai-je demandé. Laurent a croisé les mains. Pas exactement. Alors quoi? Il a soufflé lentement. Quand Léa est morte, il y avait une plainte au civil en cours. Quel genre de plainte? Une action en justice pour homicide involontaire lié à l'entreprise de son mari. Je l'ai regardé avec insistance. Vous avez dit que l'affaire avait été enterrée. L'affaire pénale l'a été. L'affaire civile n'a jamais complètement disparu. Il a fait une pause. Il y avait un droit de propriété, une petite parcelle en Seine-Maritime. Ça ne valait pas grand-chose à l'époque. C'est resté intact pendant des années. Et maintenant, il y a un développement vers l'ouest. Des entrepôts logistiques, des centres de distribution. La valeur du terrain a changé. Mon esprit s'est immédiatement tourné vers Julien. Il travaillait dans la logistique. Il devait le savoir. Il saurait exactement combien ça vaut, ai-je dit. Laurent a hésité. Je ne sais pas exactement, mais assez pour que quelqu'un de désespéré s'y intéresse. J'ai baissé les yeux sur mes mains. D'un seul coup, je me suis souvenu de petits détails que j'avais ignorés. Julien me demandant si je m'étais déjà intéressé à l'histoire de ma famille. Julien me proposant de m'aider à demander des dossiers scellés, au cas où. Julien demandant si ma mère avait laissé des bijoux, des papiers, des actes de propriété. À l'époque, ça ressemblait à de la curiosité. Maintenant, ça ressemblait à un inventaire. La réalisation ne m'a pas brisé d'un seul coup. Elle s'est immiscée silencieusement, puis s'est propagée. Le pire n'était pas qu'il ait menti. C'était le fait qu'il avait vu la partie la plus fragile de moi, la petite enfant abandonnée qui avait grandi en se demandant pourquoi personne n'était revenu. Et il avait fouillé dans cette blessure parce qu'il pensait qu'il y avait peut-être quelque chose d'enterré là-bas qui valait la peine d'être pris. Je me suis levé si brusquement que ma chaise a raclé le sol. J'ai besoin d'air. Dehors, la nuit de novembre était devenue claire et rude. La pluie avait cessé. Le froid s'était accentué. Je suis resté sur la terrasse arrière à respirer jusqu'à ce que l'air me fasse mal. Laurent est sorti une minute plus tard mais a gardé ses distances. Camille. Je ne me suis pas retourné. Est-ce qu'il m'a un jour aimé? C'était la question que je ne voulais pas poser à voix haute. Laurent a pris son temps avant de répondre. Oui, a-t-il dit. Cela m'a assez surprise pour que je me tourne vers lui. Vous croyez? J'en suis sûr. Alors comment quelqu'un peut faire une chose pareille? Il a regardé au-delà de moi, dans la cour sombre. Les gens ne deviennent pas cruels juste parce qu'ils n'ont jamais aimé. Parfois, ils deviennent cruels parce que la peur, la cupidité et la faiblesse finissent par devenir plus grandes que l'amour qu'ils ont pu éprouver. Je suis resté là avec ces mots. Puis mon téléphone a vibré. Un SMS de Julien. Elle signera tout ce que je lui mettrai sous le nez. Elle le fait toujours. Pendant une seconde, je n'ai pas compris. Puis j'ai vu que c'était un message transféré par Marguerite. Elle l'avait intercepté. Il avait été envoyé à un autre numéro, probablement la femme avec qui il couchait. Tout mon corps s'est figé. C'était là. Aucune culpabilité, aucune confusion, aucun regret, seulement des certitudes. Il pensait déjà savoir comment tout ça allait se terminer. Je l'ai lu encore une fois, puis j'ai verrouillé l'écran. Et pour la première fois depuis la nuit où il m'avait laissé sous la pluie, j'ai ressenti quelque chose de plus constant que le chagrin. J'ai ressenti de la colère. Froide, nette, utile.
La colère, quand elle s'est enfin installée en moi, n'était pas brûlante. Elle était précise. Pendant près d'une semaine après que Marguerite m'ait transféré le SMS de Julien, j'ai très peu parlé. Cela a d'abord surpris Laurent. Il m'avait vu effrayé, secoué, épuisé. Maintenant, il assistait à quelque chose de plus calme. J'ai cessé de réagir et j'ai commencé à prêter attention. Chaque matin, je nourrissais Léo, je le changeais, je faisais les 100 pas dans la petite dépendance pendant qu'il dormait contre mon épaule. Puis je m'asseyais à la table de la cuisine avec un café devenu froid à côté de moi et je parcourais les documents, relevés bancaires, relevés de cartes de crédit, papiers d'assurance, avis d'imposition, factures de téléphone. Le rythme lui-même me stabilisait. Une page après l'autre, un fait après l'autre. Les chiffres n'avaient pas de charme. Ils ne s'excusaient pas. Ils ne réécrivaient pas les souvenirs. Marguerite appelait un jour sur deux. Ne l'affrontez pas encore, disait-elle. Laissez-le continuer à parler. Les gens qui pensent avoir encore le contrôle finissent souvent par vous donner le reste. Elle avait raison. Julien continuait à envoyer des SMS. Au début, il était en colère que je ne sois pas rentré. Puis, il est devenu stratégique. Puis presque tendre. Nous devons penser à Léo. Je sais que tu es émotive en ce moment. Tu n'es pas obligé de rendre tout ça moche. Ce mot m'est resté en tête. Moche. Comme si être jeté sur une route avec un nouveau-né n'avait pas déjà défini ce mot. À la deuxième semaine, Marguerite avait dressé le premier tableau clair de la situation. Les pertes de jeu de Julien étaient réelles. Sa liaison était réelle aussi. Une femme nommée Chloé Morel, 32 ans, qui travaillait avec lui dans l'entreprise de logistique à Elbeuf. Leur message n'avait rien de romantique, d'aucune façon. Ils étaient pratiques, transactionnels, impatients, des plans, des plaintes, de l'argent. Il avait contracté des emprunts sur ses futurs salaires. Il avait utilisé une de nos cartes de crédit pour faire des retraits d'espèces. Et 3 mois avant la naissance de Léo, il avait discrètement téléchargé des formulaires de séparation légale. J'ai relu cette ligne 2 fois. 3 mois avant la naissance de notre fils. Pendant que j'achetais des couches, pendant que je choisissais la peinture pour la chambre du bébé, pendant que je restais éveillé la nuit à me demander si je ferais une bonne mère. Ce soir-là, Laurent m'a trouvé assise à la table de la cuisine, bien après la tombée de la nuit. Il ne m'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il s'est simplement assis en face de moi. Il l'avait planifié, ai-je dit. Son visage est resté impassible. Oui. J'arrête pas de repenser à tout ça, pour essayer de trouver à quel moment j'ai raté le coche. Tu n'as rien raté. J'aurais dû le voir. Non. Sa voix était douce, mais assez ferme pour m'arrêter. La confiance n'est pas de la stupidité, Camille. C'est ce que les gens bien offrent avant d'avoir une raison de ne plus le faire. Cette phrase m'est restée. L'entrevue avec Julien a eu lieu 3 jours plus tard. Marguerite le voulait, non pas parce qu'elle pensait qu'une réconciliation était possible, mais parce qu'elle voulait entendre comment il présenterait l'histoire tant qu'il croyait encore que j'étais vulnérable. Il a choisi un café juste à la sortie de Mont-Saint-Aignan. Un terrain neutre, assez public pour avoir l'air civilisé. Je suis arrivé 10 minutes en avance avec Léo endormi dans son porte-bébé. Marguerite était assise 2 tables plus loin, lisant un journal. Julien ne savait pas qu'elle était là. Il est entré en portant le manteau en laine grise que je lui avais acheté de Noël plus tôt. Pendant une seconde, j'ai vu l'homme que j'avais aimé. Puis j'ai vu l'hésitation dans ses yeux quand il a remarqué que j'étais plus calme qu'il ne s'y attendait. Il s'est assis. Tu as l'air fatigué. C'était son entrée en matière. Pas, ça va? Pas, comment va Léo? Tu as laissé ta femme et ton nouveau-né sous une pluie glaciale, ai-je dit doucement. C'est par là qu'on commence. Il a expiré bruyamment et s'est frotté la mâchoire. Je savais que tu allais en faire un drame. C'était encore là. La réalité transformée en excès d'émotion. J'ai perdu mon sang-froid, a-t-il dit. Je n'ai pas réfléchi. Non, ai-je dit, c'est sûr. Il a baissé les yeux un instant, puis s'est penché en avant. Camille, écoute-moi. On était tous les deux sous pression. On est tous les deux malheureux depuis des mois. Alors pourquoi n'es-tu pas parti avant? Il a scié.
ça avait fait mouche. Parce que, a-t-il répondu prudemment, j'essayais de sauver les meubles. Pour qui? Ses yeux se sont légèrement durcis. Tu veux que je sois honnête? Oui. Tu n'es plus toi-même depuis la grossesse. Tout tournait autour du bébé. Chaque conversation était une source de stress, les factures, le sommeil, la peur. J'avais l'impression de me noyer. Cela m'aurait blessé, autrefois. Mais là, j'ai simplement entendu un homme expliquer pourquoi sa propre souffrance importait plus que les personnes qui dépendaient de lui. Et Chloé, ai-je demandé. Il s'est figé. Un détail infime, mais suffisant. De quoi tu parles? J'ai soutenu son regard. Dis-le-moi. Ses épaules ont bougé. Voilà. Il calculait. Il redessinait sa stratégie. D'accord, a-t-il fini par dire. J'ai fait des erreurs. Depuis quand? Est-ce que ça a de l'importance maintenant? Oui. Il a regardé ailleurs. Environ 6 mois. Léo a bougé dans le porte-bébé. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais ma voix est restée posée. Et les papiers de séparation? Ses yeux ont croisé les miens à nouveau. Pour la première fois, avec une véritable alarme. Comment tu es au courant pour ça? J'ai failli sourire. C'est à ce moment-là qu'il a compris que quelque chose avait changé. Tu pensais que je signerais tout ce que tu me mettrais sous le nez, ai-je dit. Il est devenu complètement immobile. Je n'ai jamais dit ça. Si, ai-je répondu. Tu l'as dit. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le silence s'est répandu entre nous. À la table d'à côté, Marguerite a plié son journal, une fois, lentement. Julien l'a vu. Son visage a changé. Tu as amené un avocat. J'ai amené la vérité. Il s'est levé trop vite. Bordel, Camille, qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, ai-je dit. Qu'est-ce que Théoï, tu as fait? Sa voix a baissé d'un ton. Tu veux me ruiner? Je l'ai regardé avec aplomb. Je veux que tu arrêtes de faire semblant que je me suis ruinée toute seule. Marguerite s'est approchée alors, calme comme un matin d'hiver. Monsieur, a-t-elle dit, à partir de maintenant, toute communication passera par moi. Il l'a dévisagé, puis m'a regardé, et pour la première fois depuis la nuit de la pluie, j'ai vu de la peur, pas de la colère. De la peur. Il s'est rassis. Qu'est-ce que vous avez contre moi? Marguerite n'a pas répondu tout de suite. Elle a ouvert un dossier et a étalé des copies, retrait bancaire, relevé de crédit, historique téléphonique, le rapport d'admission de l'hôpital, et enfin, le SMS. Elle signera tout ce que je lui mettrai sous le nez. Il a regardé la page, et toutes les couleurs ont quitté son visage. Mon Dieu, a-t-il dit. Il ne nous parlait pas à nous. Il se parlait à lui-même. À la version de lui-même qui avait supposé que personne ne rassemblerait jamais les pièces du puzzle. Puis il a levé les yeux vers moi. Qui a fait ça? Ma voix était douce. C'est toi. Dehors, l'après-midi était redevenu gris. Il m'a regardé comme si j'étais devenue une étrangère. Peut-être que je l'étais. Quand je me suis levé pour partir, il a prononcé mon prénom, une fois. Pas fort, juste une fois. Je me suis retourné. L'espace d'un instant, il avait de nouveau l'air presque humain. Fatigué. Effrayé. Plus petit que l'homme qui m'avait laissé sous la pluie. Puis il a dit la chose qui a mis un point final à tout ça. Tu ne comprends pas ce que ça va me coûter. Je l'ai regardé un long moment. Puis j'ai dit, maintenant, tu le sais. Ce soir-là, de retour à la dépendance, Laurent m'attendait près du porche. Il a su en voyant mon visage que quelque chose avait changé. Comment ça s'est passé? C'est fini, ai-je dit. Il a hoché la tête. Je croyais que la soirée allait s'arrêter là. Puis il a plongé la main dans la poche de son manteau et m'a tendu une petite enveloppe scellée, jaunie par le temps. Mon prénom n'était pas dessus. L'écriture de ma mère, oui. Je l'ai trouvée il y a 20 ans, a dit Laurent doucement. Et je n'ai jamais eu le courage de l'ouvrir. Mes doigts se sont glacés. Qu'est-ce que c'est? Il n'a pas lâché mon regard.
La dernière chose que ta mère a laissée derrière elle. L'enveloppe m'a semblé plus légère qu'elle n'aurait dû l'être. Pendant près d'une minute entière, je n'ai pas pu l'ouvrir. Mes doigts se sont posés sur le papier, traçant le bord adouci là où le temps l'avait usé. 20 ans. 20 ans de foyer, de chambre d'emprunt, de fiches scolaires avec des lignes vides à la place de l'histoire familiale, d'anniversaires qui passaient, sans que personne ne connaisse le jour de ma naissance, à part moi. 20 ans à croire que quelque part dans l'histoire de ma vie, une porte s'était fermée parce que je n'étais pas assez bien. Maintenant, cette porte était entre mes mains. Laurent se tenait près de la rambarde du porche, me laissant de l'espace. Il n'a pas parlé. Moi non plus. Finalement, j'ai brisé le seau. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier pliée. L'écriture était ferme au début, puis plus fine vers le bas. Camille, si un jour tu lis ceci, cela veut dire que je ne suis pas allé assez loin. J'ai cessé de respirer. Je l'ai relu, plus lentement. Je veux que tu saches une chose avant tout. Je ne suis pas parti parce que j'avais cessé de t'aimer. Je suis parti parce que je t'aimais trop pour survivre en restant. Ma vue s'est brouillée. Je me suis assise sur les marches du porche parce que soudain, mes genoux ne me semblaient plus fiables. La nuit était froide, mais je la sentais à peine. Elle écrivait qu'elle avait essayé de partir discrètement pendant des mois. Elle avait caché de l'argent dans une boîte à café derrière la cuisinière. Elle avait préparé un petit sac. Elle avait mémorisé les horaires de bus. Elle avait appelé Laurent parce qu'il était la seule personne dont elle était sûre qu'il viendrait. Et puis, la phrase qui a brisé quelque chose en moi. Si tu grandis en croyant que je t'ai abandonné, ce sera la chose la plus cruelle qu'il n'ait jamais faite. Pendant un long moment, je n'ai pas pu lire au-delà. Toute ma vie, je m'étais construite autour de l'absence, autour de cette vieille question silencieuse que les enfants ne prononcent jamais à voix haute parce que la dire la rend réelle. Pourquoi n'est-elle pas restée? Pourquoi n'est-elle pas revenue? Maintenant, en 6 lignes, la forme de ce chagrin avait changé. Elle avait essayé. Elle avait essayé. J'ai terminé la lettre avec des larmes coulant sur mon visage. À la fin, elle avait écrit « Sois gentille, mais ne te fais pas toute petite. Sois courageuse, mais pas imprudente. Et si quelqu'un t'apprend à vivre dans la peur, par avant que la peur ne devienne ta maison. » Il n'y avait pas de signature, juste « Maman ». Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là. À un moment donné, Laurent est descendu et s'est assis une marche plus bas que moi. « Je suis désolé », a-t-il dit doucement. Je l'ai regardé. Pourquoi? Pour avoir eu 20 ans de retard. Il ne l'a pas dit comme une supplication. Juste comme une vérité. J'ai pensé à la route, à la pluie, à Léo contre ma poitrine, au phare qui s'arrêtait. Vous êtes venu, ai-je dit. Il a baissé les yeux. Oui. C'était suffisant. Le divorce a avancé plus vite après ça. L'avocat de Julien poussait pour un accord discret. Marguerite a riposté plus fort. Les preuves de l'abandon, la dissimulation financière, l'exposition aux dettes et le risque prouvé pour un nouveau-né avaient changé la donne. À la fin, il a accepté des conditions qu'il n'aurait jamais imaginées un mois plus tôt. J'ai obtenu la garde principale. Il a assumé la responsabilité des dettes personnelles qu'il avait cachées. Les comptes conjoints ont été divisés sous supervision. Il a gardé la maison. Je le lui ai laissé. À ce moment-là, j'avais compris quelque chose que je ne savais pas auparavant. Les murs ne font pas une maison si la peur vit à l'intérieur. Je l'ai vu une dernière fois au tribunal des affaires familiales. Il avait l'air plus vieux. Ni brisé, ni détruit, juste plus vieux. Ça comptait pour moi. Je n'avais pas voulu sa ruine. J'avais voulu la vérité. Quand nous sommes sortis dans le couloir, il m'a arrêté. Camille? Je me suis retourné. Pendant une seconde, aucun de nous n'a rien dit. Puis il a demandé, « Est-ce que tu me détestes ?» J'y ai réfléchi honnêtement. Non, ai-je répondu. Il a eu l'air surpris. Pourquoi pas? Parce que la haine te maintient attaché à la personne qui t'a fait du mal. Parce que la rage peut te sauver des flammes, mais c'est un sentiment terrible sur lequel construire sa maison. Parce que Léo méritait une mère capable d'aller de l'avant. Tu n'as plus ce pouvoir sur moi de toute façon, ai-je ajouté. Il a baissé les yeux. C'est la dernière fois que je l'ai vu.
Le printemps est arrivé lentement cette année-là. La Normandie prend toujours son temps pour ça. Les arbres sont restés dénudés plus longtemps qu'on ne l'espère. Puis un matin, il y a des bourgeons verts sur les branches, et toute la ville a l'impression de se souvenir comment respirer. En avril, j'avais loué un petit appartement en duplex avec 2 chambres à 10 minutes de Rouen. Rien de très chic, un petit balcon, une cuisine minuscule, une boîte aux lettres fissurée. C'était parfait. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans un bureau d'aide juridictionnelle à but non lucratif. Étrange comme la vie est un éternel recommencement. Surtout de l'accueil, de la paperasse, de la planification, répondre au téléphone. Un petit boulot, un travail honnête, un travail qui payait assez pour recommencer. Laurent m'a aidé avec des choses pratiques quand je l'y autorisais. Un lit pour bébé, une machine à laver d'occasion, la recommandation d'un pédiatre. Rien d'extravagant. Il n'a jamais essayé de me sauver. C'était l'une des raisons pour lesquelles je lui faisais confiance. Un après-midi, il est passé avec des cafés et s'est assis sur le balcon pendant que Léo dormait à l'intérieur. J'ai mis quelque chose en place, a-t-il dit. Quel genre de chose? Un plan d'épargne pour ses études. J'ai ouvert la bouche pour protester. Il a levé la main. Pas pour toi, pour lui. Laurent. Ce n'est pas un paiement, a-t-il dit doucement. C'est une promesse. Je l'ai regardé un long moment. Puis j'ai hoché la tête. Ça semblait juste. Une promesse tournée vers l'avenir, et non vers le passé. Début mai, il a de nouveau plu. Pas fort, juste une pluie de printemps régulière. Je me tenais à la fenêtre d'entrée avec Léo dans les bras, regardant les gouttes glisser sur la vitre. Pendant une seconde, j'y étais de nouveau, la route froide, le ciel sombre, les feux arrière qui disparaissent. Mais cette fois, le souvenir ne me possédait plus. J'ai baissé les yeux vers mon fils. Il était au chaud, en sécurité, à moitié endormi, une petite main recroquevillée contre mon pull, et soudain, j'ai compris ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Julien pensait m'avoir abandonné. Mais non. Il m'avait poussé hors d'une vie, et sans le vouloir, dans la vérité d'une autre. La pluie ne m'avait pas anéanti. Elle avait mis fin au mensonge. Laurent est sorti sur le balcon une minute plus tard. J'ai ouvert la porte. Il a souri à Léo. Puis il m'a regardé. Ça va? J'ai regardé la pluie derrière lui, puis la petite maison chaleureuse derrière moi. Oui, ai-je dit. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, c'était totalement vrai. La vengeance, j'ai appris, n'est pas toujours synonyme de destruction. Parfois, c'est survivre assez longtemps pour devenir inatteignable. Parfois, c'est refuser de laisser ceux qui vous ont blessé décider du sens de votre vie. Et parfois, la justice la plus profonde est celle-ci, l'enfant qui se tenait autrefois sous la pluie grandit, rentre à l'intérieur, ferme la porte, et se sent enfin en sécurité.